Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, une veuve de la commune Manda alerte pour sa sécurité. Cette dernière a déserté son domicile car menacée par les bourreaux de son mari qu'elle poursuit en justice. Toujours à Bubanza, les enseignants de l'école technique de Bubanza demandent des enquêtes pour connaître les auteurs du vol de 9 ordinateurs qui se sont volatilisés il y a une semaine. Ces éducateurs soupçonnent en premier lieu les responsables du dit établissement, surtout qu'il n'y a eu aucune effraction. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'implication des autorités administratives de Kirundo dans le commerce frauduleux du carburant. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page justice où les 17 combattants du mouvement Red Tabara remis par le gouvernement rwandais en 2021 ont été condamnés à perpétuité aujourd'hui par le tribunal de grande instance. Les deux Mouha, au départ ils étaient 19, deux ont été acquittés et libérés il y a une année. Les 17 ont donc tous été accusés d'atteinte à la sûreté du pays. Justice, c'est aussi la comparution ce jeudi de la journaliste Floriane Ilangabiye dans un procès en appel à la cour d'appel de Mukaza en itinéraire à Muyinga. Ce procès a par après été mis en délibéré. Pour rappel, Floriane Ilangabiye a été arrêté le 30 août dernier, accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il a été condamné à 10 ans de prison et à une amende d'1 million de francs burundais le 3 janvier par le tribunal de grande instance de Mukaza. Les associations des défenseurs des droits humains ne cessent de demander la libération de cette journaliste, victime de son métier de journalisme. Passons à présent à la rubrique sécuritaire, où une veuve militante du parti CNL de la colline Gifugwe, zone Mousséni, en commune Manda de la province de Bubanza, est menacée de mort par certaines autorités administratives, ainsi que les responsables du parti au pouvoir. Le CNDD-FDD, en cachette depuis plus de 3 mois, cette femme est accusée d'avoir dénoncé ceux qui ont assassiné son mari au début du mois de décembre 2022. Les voisins et les proches de la victime demandent qu'elle soit protégée. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Cette veuve menacée de mort s'appelle Lucette Tuyishime, mère de 4 enfants. Elle fait partie de 5 élus sur la colline de Gifugwe pour le compte du parti CNR dont elle est membre. Elle est également parmi les responsables de ce parti d'Agatongwasa au niveau de la zone de Mousséni. Les sources de la RPA dans cette localité indiquent que la persécution de la veuve Lucette Tuyishime a commencé depuis le 1er décembre 2022 après l'assassinat de son époux Lionel Nzoyisaba qui était lui aussi militant du parti CNR. Des sources en provenance de la commune de Mhanda affirment que feu Lionel Nzoyisaba n'a été victime que de ses convictions politiques. Une quinzaine de militants du parti CNDD-FDD sont impliqués dans ce crime. On peut citer entre autres Desimbonerakure, Henri Bigirimana, le prénommé Roger, le surnommé sénégalais, le chef de la colline de Gifugwe, Timothée Bassabose, Melchior Ntakiruta, le chef de la zone de Mousséni, et Joachim Manirakiza, officier de la police judiciaire en commune de Mhanda. Sur toute cette liste, seul le prénommé Roger a été arrêté pour des raisons d'enquête. Après avoir dénoncé les assassins de son mari, nos sources indiquent que des réunions incessantes n'ont cessé d'être tenues pour l'élimination de cette femme. Nos sources font savoir que certaines réunions se tenaient dans le bureau du secrétaire communal du parti CNDD-FDD, le nommé Jean Bosco Mugwanashaka, d'autres dans le bureau de l'administrateur communal de Mhanda, Nadine Nibitanga. Sentant que sa sécurité est en danger, la victime a quitté son domicile pour demander l'hospitalité chez les voisins où elle vit en cachette, en changeant régulièrement d'abri. Les voisins et proches de la victime demandent qu'elle soit protégée. Contacté à ce sujet, Nadine Nibitanga, administrateur de la commune de Mhanda, nous a signifié être au courant du cas de la veuve Lucette Tuyishime. Toutefois, cette autorité n'a pas donné plus d'explications car elle était à réunion, a-t-elle précisé. Emmanuel Nyongeko, une famille alerte sur la disparition d'un de ses membres sans trace depuis qu'il a été sorti de la prison centrale de Mimba. Cette personne portée disparue a été amenée par les agents du service de renseignement pour complément d'enquête, mais 3 mois viennent de s'écouler sans que la famille soit au courant de l'endroit où il est actuellement. Les détails avec Inès Gakita.
Le détenu en question s'appelle Nestor Nyongabo. Il avait déjà passé une année à la prison centrale de Mimba pour vol à la banque Bankobu où il travaillait, un fait que ce dernier avait reconnu avant de s'engager à payer sa part qui s'élevait à 30 millions de francs burundais pour être libéré. Selon notre source, la femme du détenu avait pu collecter 29 millions de francs burundais qu'elle a remis à la justice, espérant la libération prochaine de son mari. Mais les choses ont par après pris une autre tournure. En effet, quelques jours après avoir payé les 29 millions, le détenu Nestor Nyongabo a été extirpé de la prison centrale de Mimba par des agents du service national des renseignements. Ces derniers, révèlent nos sources, disaient l'emmener pour un interrogatoire sur un autre cas de vol qui venait de se commettre à la même banque Bankobu. C'était au mois de janvier 2023. Depuis, sa famille n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Selon nos sources, Nestor Nyongabo aurait été conduit au service national des renseignements en zone Rohero, près de l'église cathédrale Regina Mundi. Nestor Nyongabo n'a pas été ramené à la prison centrale de Mimba, comme ce fut le cas pour un autre détenu, qui lui aussi avait été emmené à la documentation pour être interrogé sur la même affaire. Inquiets pour la sécurité du leur, les proches et les amis de Nestor Nyongabo demandent d'être informés sur sa situation. S'il est encore en vie, son lieu de détention, ainsi que le crime lui reproché. Merci à toi Inès Gakiza. En parlant justement d'enlèvement, la famille d'Elvis Izeri demande que les autorités habilitées interviennent pour qu'il soit libéré. Ce jeune Burundais a été kidnappé par le service national de renseignement alors qu'il rentrait au Kenya où il travaillait comme gardien d'un magasin. Émile Nivasombre. À son arrivée à Bujumbura en provenance du Kenya ce mercredi, le jeune Elvis Izeri avait l'objectif de chercher les familles de ses amis qui ont été accusés de voler 1 800 000 shillings kenyans dans un magasin dans somalien dans la localité d'Isli dans la ville de Nairobi. Selon l'un de ses voisins de Nairobi, le véhicule qui transportait Elvis Izeri a été intercepté par le service national de renseignement alors qu'il se rendait à Changuzo. Le jeune homme a eu un lift de l'ambulance de Changuzo. Arrivé dans la localité de Kambanga, alors qu'il se dirigeait à Gitega, les agents du service de renseignement de Changuzo ont intercepté le véhicule et l'ont retiré de ce véhicule, puis l'ont embarqué dans leur véhicule. Son voisin de Nairobi indique que la famille d'Elvis Izeri l'a cherché dans les lieux de détention de Changuzo, mais qu'elle ne l'a pas trouvé. Ce jeudi, nous avons contacté le gouverneur de la province Changuzo, Boniface Banyezako, et il nous a répondu avec un ton menaçant. Ici, il a dit que ça ne regardait pas et que d'ailleurs, il était assis à côté de la famille d'Elvis. Nous lui avons ensuite demandé si Elvis Izeri avait été retrouvé, mais il nous a raccroché au nez. Les voisins d'Elvis Izeri de Nairobi signalent que le jeune homme vivait au Kenya depuis environ 2 ans et demi et qu'il s'y était rendu pour des raisons de travail. Émile Nivasumba. Avant de faire une pause, parlons de la réjouissance de la population de la zone Nyakabiga en mairie de Bujumbura, qui salue les mesures de sécurité arrêtées lors de la réunion tenue par le chef de la dite zone et la police ce mercredi. La question à l'ordre du jour était la recrudescence des vols à main armée. Néanmoins, cette population dit être toujours inquiète quant à leur sécurité, car malgré qu'il leur a été certifié que des policiers sont suffisamment nombreux pour sécuriser leur zone, les habitants de la place craignent que ces agents de l'ordre ne soient eux-mêmes impliqués dans ce banditisme, vu qu'il est incompréhensible que ces malfaiteurs se promènent et commettent des forfaits comme ils veulent, alors que des policiers sont censés patrouiller dans ce secteur. Cet habitant de Nyakabiga, qui avait répondu présent à cette réunion, raconte. La réunion s'est tenue hier, c'était mercredi. C'est le chef de zone Nyakabiga et le chef de poste de la police qui ont dirigé la dite réunion. La population a salué l'idée de cette réunion, surtout qu'ici à Nyakabiga, les vols nocturnes sont devenus monnaie courante. Par exemple, les gens se font souvent agresser par des gens à bord des taxis qui les arrêtent et les dépouillent de tous leurs biens. Ainsi, il a été décidé que tous les petits sentiers se trouvant entre les ménages du quartier soient fermés. À côté de cela, il a été exigé qu'on mette des lampes sur toutes les avenues du quartier afin que toute rue soit bien éclairée.
Mais ça nous a étonné d'entendre le chef de zone demander, même s'il n'a pas insisté, que les patrouilles nocturnes de Imbonerakure reprennent, surtout de 2h jusqu'à 4h du matin. Heureusement, le chef de police lui a répondu qu'il disposait d'assez d'éléments pour assurer la sécurité de tout le quartier. Néanmoins, le chef de poste a demandé à la population de rester vigilant et de renseigner sur toute personne ou tout mouvement qui leur semble suspect. Mais, même si on s'est réjoui de ces mesures, on s'étonne de voir que ces vols se commettent malgré la présence des agents de l'ordre. De notre côté, nous, les habitants, trouvons que certains auteurs de ces crimes proviennent de ces mêmes agents que le chef de poste dit qu'ils sont là pour nous sécuriser. En plus, dans la même réunion, il a été décidé que toutes les boutiques qui vendent de la bière et qui travaillent comme des bistrots ferment chaque fois à 22h. Ceci du fait qu'il se pourrait que les auteurs de ces vols nocturnes se prélassent à ces endroits pour surveiller les mouvements des gens. En page gouvernance, les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie continuent de dénoncer le détournement de leurs rations alimentaires par leurs supérieurs hiérarchiques. Ici, un de ces militaires qui s'est confié à la RPA nous parle des stratégies utilisées pour justifier ce vol éhonté. Ils commettent ce vol de plusieurs manières. Le premier cas de vol est commis lors du débarquement sur le port. Il y a une quantité qui reste ici à Mogadiscio, destinée pour nous qui y sommes affectés. Et là, il y a une quantité qu'on nous vole. Ils volent encore une fois sur la ration qui est acheminée vers Balad pour les militaires en provenance d'autres camps militaires se trouvant en Somalie. Cette ration qui est communément appelée Ford est généralement destinée aux militaires qui sont de passage à Mogadiscio pour aller se faire soigner au Burundi ou ailleurs, ou ceux qui vont dans les congés ou encore ceux qui sont renvoyés comme punitifs. Mais ce qui est étonnant, c'est que les rations doivent être acheminées vers Balad alors qu'elles devaient être mises à part ici même à Mogadiscio. Donc c'est cette ration qui est transportée vers Balad qui ne revient plus dans le stock se trouvant à Mogadiscio afin d'être servie à ces militaires qui vont se faire soigner en dehors de la Somalie ou qui vont en congé ou qui sont renvoyés au Burundi après avoir commis des fautes. Ainsi, au moment de ravitaillement des camps militaires, ils disent qu'il y a une quantité qui a été donnée aux militaires en passage à Mogadiscio, alors qu'ils se sont mis d'accord avec les responsables de stock de nourriture dans le cas appelé S4, et ces derniers volent les militaires en leur expliquant que la ration n'est pas suffisante, qu'il leur faudra partager le jus, les pommes, alors que toute la nourriture a été vendue ici à Mogadiscio. À ce propos, nous demandons au général Nimburanira de tout faire pour arrêter ce genre de vol. Gouvernance toujours, les familles des militaires qui meurent sur le champ de bataille en mission à l'étranger doivent être indemnisées peu importe les erreurs de tactique commises sur le terrain. Propos de Gratien Lukindikiza, un des anciens cadres de l'armée burundaise. Il réagit après que certains militaires burundais aient dénoncé des retenues sur leur salaire, des retenues qui seraient destinées à l'indemnisation des familles qui ont perdu les leurs en Somalie, et cela parce que l'Union européenne aurait refusé d'indemniser ces familles suite aux erreurs commises sur terrain. Suivez plutôt Gratien Lukindikiza. En principe, selon les accords, les militaires qui meurent sur le champ de bataille en Somalie, qui sont dans la MISOM, les familles sont indemnisées. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement dans cette façon de faire. Et en plus, il n'y a jamais eu d'accord qui stipule comme quoi, si les militaires meurent alors que la manœuvre a été mal faite, qu'il y avait des erreurs, en matière de l'armée, en cas de combat, il n'y a pas d'appréciation d'erreur. On peut se tromper sur une manœuvre, on peut se tromper sur une appréciation. Ça se fait souvent. Il y a des militaires qui meurent dans des tactiques ou des manœuvres mal conçues. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas indemniser les familles. Je pense que vraiment l'Union européenne ou les Nations unies, on ne va pas aller dans le sens de dire comment ça a été fait. Et d'ailleurs, je vois mal comment ils peuvent apprécier. Il n'y a pas de juge sur le terrain. Ça peut se faire, il peut y avoir des erreurs, mais les morts sont les morts. On ne peut pas faire comme par exemple dans l'assurance des véhicules en me disant moi je suis assuré ammonium ou je suis assuré tiers. Quand on est assuré tiers, c'est-à-dire que quand on meurt dans l'accident, on n'est pas indemnisé. Ce n'est pas de cette façon-là que ça se passe. Et en plus, imaginons si l'Union européenne a changé les modalités en disant que
Tout ce que nous payons au pays, c'est y compris l'assurance. Donc, on ne va pas payer à côté. Ça peut arriver, on peut dire, on paye en montant au pays le forfait, y compris l'assurance pour les gens qui meurent en ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a l'argent déjà destiné pour ça. Les familles doivent être indemnisées. Imaginez le pire. Le pire, on supprime cette rubrique. Je vois mal comment on peut supprimer la rubrique d'assurance en cas de mort et continuer à y aller. Je pense que ce serait vraiment un casus belli ou un modus vivendi pour ne plus y aller. Mais, même si ça se passait comme ça, il y a la caisse noire de la documentation, il y a la caisse noire dans l'armée. On peut toujours continuer à indemniser les militaires, les familles qui meurent sur le champ de bataille en Somalie. Mais, en même temps, ce que je peux ajouter, c'est qu'on ne peut pas prendre une partie de l'argent de cette indemnisation ou de ce qui a été retenu sur les militaires et payer les militaires qui vont au Congo, parce que ce sont deux dossiers différents. Et en principe, les militaires, quand ils vont à l'étranger, en mission, ou quel que soit, en militaire ou en civil, le montant qu'il reçoit, c'est son montant, c'est à lui. Sinon, on pourrait dire pratiquement c'est un détournement, il faut le dire, il faut caractériser les termes, ça serait vraiment un détournement. Je vous le disais en titre, 9 ordinateurs ont été volés par des gens non encore identifiés à l'école technique de Bubanza jeudi dernier. Les enseignants et les élèves de cette école demandent qu'il y ait des enquêtes approfondies pour identifier et punir les auteurs. Le point avec Eric Nyonzima. Le vol de ces 9 ordinateurs portables a été constaté le matin du vendredi 27 mars. Selon nos sources, ces dernières étaient conservées dans la salle multimédia de l'école technique d'Ouvanza. Les mêmes sources indiquent que les enseignants et les élèves ont été très surpris du fait que la porte de la dite salle n'avait pas été forcée, comme le confirme d'ailleurs le préfet des études qui était le premier à avoir constaté ce vol. Certains enseignants qui se sont entretenus avec la RPA font savoir qu'ils ne comprennent pas comment une semaine après ce forfait, aucune enquête n'a été menée pour en découvrir les auteurs afin qu'ils soient punis conformément à la loi. Ils demandent également que 3 responsables qui détiennent les clés de cette salle soient auditionnés afin qu'ils s'expriment sur ce vol. Surtout que ce n'est pas la première fois que cet établissement soit victime d'un tel acte de vandalisme. En effet, au mois d'octobre dernier, des ordinateurs ont disparu de la même manière et les enquêtes policières n'ont rien donné, vu que les responsables qui étaient pointés du doigt n'ont jamais été inquiétés. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Chefe Miburo, directeur de l'école technique d'Ouvanza, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Nous lui avons également envoyé un message WhatsApp auquel n'a pas non plus donné suite. Eric Nyonzima, avant de clore ce journal, parlons de la pénurie du carburant qui persiste sur tout le territoire national, y compris dans les capitales politiques et économiques du pays. Pourtant, cet or noir ne tarit jamais sur les différents marchés noirs alimentés par certaines autorités qui ne sont jamais inquiétées. L'exemple le plus illustratif est celui d'une fouille-perquisition qui a été faite dans les ménages du centre de la province Kirundo ce mardi, exception faite du ménage qui sert de stock de carburant au gouverneur de la dite province. Marie-Angela Kodze nous en dit plus. Ce lundi 27 mars, une réunion de sécurité s'est tenue comme à l'accoutumée dans le bureau provincial de Kirundo. Étaient présents les représentants des secteurs clés, à savoir les administratifs, la police, les représentants des secteurs de santé et de l'éducation, etc. Selon un des participants à la dite réunion, le point qui a capté toute l'attention et qui a pris beaucoup plus de temps concernait la pénurie du carburant et son commerce frauduleux qui prend de plus en plus de l'ampleur dans cette province. En fait, d'ailleurs, qui a été imputé au gouverneur de cette province, comme le révèle une de nos sources qui a pris part à cette rencontre. Ils ont alors accusé le gouverneur d'être à l'origine de ce problème de manque de carburant en province de Kirundo, surtout qu'il favorise son commerce illégal parce qu'il est lui aussi vendeur de ce produit. Ce commerce dont il est question est en réalité une fraude, vu que le gouverneur ne fait pas partie des distributeurs de carburant et ne détient aucune station-service. Et pour maquiller cette fraude, poursuit notre source, le gouverneur de Kirundo se cache derrière des projets de développement qui s'opèrent dans son secteur. Le gouverneur s'approvisionne en carburant, arguant tantôt qu'il est destiné aux coopératives ayant des groupes électrogènes servant à l'arrosage des oignons, tantôt que c'est pour les éleveurs. Il leur donne l'autorisation par écrit leur permettant de s'approvisionner en essence et en bidon comme si c'était ses employés. Après cette réunion, une fouille-perquisition s'en est suivie mardi matin, ce qui, au lieu de réjouir les habitants de la place, les a plutôt frustrés vu que cette opération n'a été qu'en trompe-l'œil car
sélective. Ils ont saisi une bonne quantité de carburant dans différents ménages. Ce qui a énervé les gens, c'est que le ménage du chauffeur du gouverneur, le prénommé Valence, qui habite sur la route menant vers la commune, n'a pas été fouillé. C'est au moment où samedi dernier, il avait déposé chez lui avec le véhicule du gouverneur 4 fûts de carburant contenant chacun 240 litres. Sa maison a été épargnée. Révoltés, les habitants du chef-lieu de la province Kirundo demandent aux agents de l'ordre de faire correctement leur travail sans clientélisme et d'exiger au gouverneur de justifier comment il a pu utiliser 960 litres d'essence en seulement 2 jours. Ces habitants demandent également à la justice de servir comme cela a été le cas pour les autres administratifs emprisonnés et remerciés après avoir détourné le don de matériel octroyé par la présidence de la République. Vous saurez que, à part le gouverneur de Kirundo, Albert Atungimana, 2 autres autorités ont été citées comme faisant partie de ce réseau du commerce frauduleux du carburant. Il s'agit du commissaire communal de la police à Kirundo et du chef du cabinet du gouverneur nommé Eric Ndoyedzo. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin au journal en français de ce jeudi 30 mars 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.